la une ce soir, l'épineuse question des indemnisations liées au passage des ouragans. Nous irons dans la commune de Vieux-Fort, particulièrement impactée par Irma. Vous le verrez, les factures pèsent essentiellement sur les ménages, faute d'assurance. Et la 3e édition des ateliers caribéens de la recherche du patrimoine se poursuit à l'hôtel La Créole au Gosier. Ce soir, vous découvrirez la formation post-graduée de l'événement qui était ouverte à l'ensemble des étudiants de l'école doctorale de l'Université des Antilles. Et Guy Losbar veut donner un coup de pouce aux lycéens pour réussir leur épreuve du baccalauréat. Un dispositif va être déployé à travers les principaux équipements communaux. Le détail de cette opération est à venir dans cette édition. Et puis Christian Lara fait son cinéma. Le célèbre réalisateur participe à une série de rencontres mises en place par la région Guadeloupe. L'occasion pour celui que l'on considère comme le père du cinéma antillais de transmettre son savoir. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Après quelques déconvenues, nous voilà de retour chez vous. Impossible pour l'heure de vous dire pour combien de temps, seule certitude. Nous continuerons dans le délai, le temps qui nous sera imparti de vous informer chaque soir avec cette même passion, cette envie et surtout le plaisir de vous retrouver tous les soirs. Et nous ouvrons d'abord ce journal avec cette question qui pose problème en Guadeloupe, celle de l'indemnisation liée au passage des ouragans. 8 mois après Irma, nous sommes retournés dans l'une des communes qui figurait parmi les plus impactées, celle de Vieux-Fort. Alors que la nouvelle saison cyclonique vient de débuter, nombreux sont encore les habitants qui n'assurent pas leurs habitations ou quand ils le font, choisissent la sécurité à minima. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter. Si pour certains, Maria est déjà un lointain souvenir, pour d'autres, c'est loin d'être le cas 8 mois après. Cet épisode cyclonique bouleverse encore leur quotidien. Il partait tout parti à avant moi, à 2h du matin. J'avais 2 enfants moi, en case là, il y a un petit papier. Et le dernier là, il était bien, mais il était plus malade que moi. L'assurance restait 3 mois. Et l'argent là, enfin, toiture à case là, seulement nous payé pour réparer. Et il restait d'autres affaires. J'étais obligé d'interrompre monsieur là, de parler plus moi parce que je n'avais plus l'argent pour te payer. Alors ça il resté, c'est peinture. De toute façon, moi ça s'appelle peinture là. J'avais électricité à payer et carrelage. Marie-Lucie, qui n'a pas hésité une seconde à héberger sa mère et son frère, continue à faire les démarches nécessaires pour qu'ils puissent enfin réintégrer leur domicile. Elle s'est bien occupée de moi quand j'étais petite. C'est elle qui m'a élevée, j'ai grandi. Ah ben, maintenant c'est à mon tour. Et quand ils ont débarqué, ils n'avaient pas grand-chose sous la main. Les vêtements mouillés, etc. etc. Et pour la maison, j'ai dû faire pas mal de démarches, appeler l'assurance, etc., etc. Lorsque le montant est arrivé, j'ai été voir un entrepreneur. Et l'entrepreneur, quand il a fait le devis dépassait le montant qu'a versé l'assurance. Et du coup, il fallait que moi, de mon côté, que j'investisse. Certains résidents n'ont donc toujours pas pu tourner la page. Et Maria et ses conséquences rôdent encore à Vieux-Fort 8 mois après. Et puis en bref, à Marie-Galante, le collectif Anti-Saria s'est mobilisé aujourd'hui pour réclamer à l'État la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Un mouvement citoyen qui a été organisé justement le jour de la visite dans l'île, de la première visite du nouveau préfet de la Guadeloupe, Philippe Gustin. Et depuis 4 jours a lieu la 3e édition des ateliers caribéens de la recherche du patrimoine à l'hôtel La Créole au Gosier. C'est la première fois que cet événement, piloté par l'association L'Initiative Caribéenne, est organisé chez nous. Près d'une centaine d'experts scientifiques de la région Caraïbe et d'ailleurs sont réunis pour promouvoir l'action intellectuelle 100% caribéenne. Une première pour les élèves de l'école doctorale de l'Université des Antilles. Yvan Lemar, Patrick Curé. Cette 3e édition du Caribae Initiative réunit des étudiants de la Caraïbe et des chercheurs qui travaillent sur la biodiversité animale et la gestion de la faune sauvage dans les îles de la Caraïbe. Alors l'objectif, c'est d'une part de donner une formation aux étudiants, puisque certains sont au niveau master ou thèse, donc une formation dans différents domaines de la biologie et de la conservation, et puis en même temps de faire le point sur les avancées récentes dans le domaine de la connaissance de la faune de la Caraïbe et de sa protection. Durant 3 jours, des conférences menées par des personnalités scientifiques et des ateliers sont proposés aux étudiants pour compléter leur formation universitaire de base. Les enjeux, c'est de pouvoir développer une politique coordonnée
de conservation de la biodiversité dans la Caraïbe insulaire. Donc ce qui est important ici, c'est ce qu'on appelle le réseautage, c'est la mise en réseau des acteurs, donc différents chercheurs qui vont échanger des méthodologies, des résultats, des pratiques, des services techniques éventuellement, et donc on essaie d'organiser des travaux de coopération scientifique, de faire créer des synergies, de susciter aussi des vocations parmi les jeunes étudiants, de telle manière à ce que ce réseau qu'on constitue depuis maintenant 3 ans, dans un avenir à moyen terme, puisse vraiment changer la donne sur la biodiversité, sachant que les menaces sont très importantes dans les Caraïbes. Pour les étudiants participants, cette conférence est l'occasion de créer des liens, mais aussi un moyen d'enrichir leurs travaux universitaires. L'important, c'est déjà de se faire des contacts. On a la chance de rencontrer des chercheurs expérimentés dans le domaine qui travaillent dans la Caraïbe. D'autre part, c'est de rencontrer d'autres étudiants de d'autres îles de la Caraïbe et qui je l'espère, plus tard deviendront des experts, et ça nous permettra plus tard d'avoir déjà un réseau créé et de pouvoir travailler tous ensemble à l'échelle de la Caraïbe. Après cette conférence, les résultats de ces travaux seront publiés dans des revues scientifiques, puis vulgarisés et adaptés au milieu scolaire. De nouveaux projets scientifiques seront aussi lancés. Une proposition d'adaptation des programmes de lycées et collèges à la réalité de la biodiversité antillaise est en cours d'élaboration. Et l'épreuve du baccalauréat approche à grands pas. Pour aider les lycéens à affronter cette épreuve, la commune de Petit-Bourg met en place l'opération Réussir son bac. Karen Diamin vous explique en quoi consiste ce dispositif. À 2 semaines du début des épreuves du baccalauréat, la ville de Petit-Bourg offre à ses lycéens les meilleures conditions pour réviser. Souvent, lorsqu'on est chez soi, c'est un peu difficile, puisqu'il y a la tentation de la télé, il y a la tentation du frigo, il y a toutes sortes de tentations. Et donc, on pense que si on met des lieux disposés pour les jeunes, pour qu'ils puissent réviser en toute convivialité et puis en toute sérénité, donc ça serait l'occasion de pouvoir venir dans les lieux qui seront mis à leur disposition sur Petit-Bourg. Ainsi, 4 lieux ont été mis à la disposition des élèves. Il y a la maison de Bergette, la maison de quartier de Bergette. Il y a la bibliothèque du Bourg, de Petit-Bourg. Il y a la MJCS, la maison de la jeunesse et de la cohésion sociale, qui se trouve également dans le bourg de Petit-Bourg. Et il y a la maison de quartier de Mornebourg. Donc ce sont tous ces lieux-là qui sont mis à leur disposition à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'arrivée du bac. Même pour l'oral, nous sommes à leur disposition pour pouvoir les accueillir dans ces lieux bien précis. Sur place, rien ne devrait venir troubler la quiétude des révisions scolaires. Il y aura des agents qui vont les accueillir bien dans toute convivialité. Donc il y aura aussi la possibilité d'accéder à Internet, puisque c'est important souvent quand on veut faire des révisions. Puis à l'heure actuelle, Internet c'est très important. Donc ils pourront utiliser Internet, les postes informatiques pour pouvoir faire leurs révisions. Exactement. 422 élèves se présenteront aux épreuves du baccalauréat à Petit-Bourg. Elle marchait à proximité de la statue Solitude, boulevard des Héros, parvenue à Lacroix. Elle a alors été entourée par un groupe de 5 jeunes qui l'auraient forcée à monter dans un appartement pour la violer. Une jeune fille de 13 ans a affirmé avoir été victime d'une agression sexuelle d'une rare violence. L'histoire émeut encore la Guadeloupe. Quelle est votre opinion sur cet acte particulièrement odieux? Yvan Lemar et Patrick Curie vous ont posé la question. On écoute vos réponses. Je trouve ça vraiment horrible, que quelqu'un puisse violer quelqu'un déjà, de plus une gamine de 13 ans, c'est ça? Ça, franchement, je sais pas, j'espère qu'ils vont attraper les personnes qui ont fait ça. Je vois pas ce qu'il faut dire, mais je vois que c'est pas bien. La Guadeloupe va changer et puis moi je comprends pas quoi. Ah mais c'est tragique, c'est dommage aujourd'hui qu'on puisse arriver à de telles choses. On a connu ça par le passé, mais je vois que ça redevient comme par le passé, alors que les Guadeloupéens avaient fait le nécessaire. C'est qu'il n'y a pas de sécurité du tout et que les femmes doivent faire très attention, ne pas être seules et surtout qu'elles se fassent accompagner partout où elles vont, parce que ça devient vraiment invivable. Ça se fait pas surtout à une fille de 13 ans. Voilà, on est censé respecter la femme. C'est choquant, maintenant on a peur de sortir maintenant et puis on se demande si on va pas se faire agresser comme la jeune fille. Parce que s'ils font ça à une jeune fille de 13 ans, je ne peux pas imaginer ce qu'ils vont faire aux autres femmes. Je trouve que c'est inacceptable quand même ce qui s'est passé, de plus que c'était en plein jour. Et le fait qu'il n'y a personne qui est vu apparemment, je trouve ça quand même chaud quand même. L'opinion peut être que négative, c'est tellement évident. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise exactement? On ne peut pas être d'accord avec ce genre de choses, mais c'est toujours les mêmes choses, il faut faire attention. Je n'arrive pas à m'imaginer la scène parce que je me dis, regardez, la quantité de monde qu'il y a autour de nous, comment des personnes peuvent
s'imaginer violer une personne en pleine rue, en plein jour, d'une part, et d'autre part, où étaient les autres personnes? Est-ce que c'était un endroit isolé? Je ne sais pas. Mais je m'interroge encore sur cette affaire-là. Et puis en Martinique, un procès exceptionnel se tient en ce moment devant la cour d'assises de Fort-de-France, celui de Kevin Dour, surnommé le Pablo Escobar de la Martinique. C'est en 2013, alors âgé de 32 ans, qu'il est interpellé à Roissy-Charles de Gaulle et accusé d'être à la tête d'un vaste réseau de trafic de cocaïne. Aujourd'hui a eu lieu cette 4e journée d'audience, compte rendu avec Alizé Lutran et Sandrine Claude. Premier accusé à avoir été entendu à la barre ce matin, un docker du port de commerce de Fort-de-France. Il est soupçonné d'avoir participé au trafic en dissimulant les sacs de cocaïne dans des conteneurs en partance pour l'Hexagone. Lors de sa déposition, l'homme avait indiqué aux enquêteurs connaître le contenu des cargaisons. Il a maintenu sa version des faits. En tout, il aurait reçu 80 000 € pour ses services. C'est quelqu'un qui avait des responsabilités sur le port, qui gagnait certes bien sa vie, mais qui par contre était complètement submergé par les dettes. Et lorsqu'il a été approché, on lui a proposé de l'argent. Il a vu comme solution de pouvoir apurer ses dettes et il a fonctionné dans la combine sans plus, sans volonté de nuire à la société ni quoi que ce soit, simplement chercher à se sortir d'une mauvaise passe. Giboyot, il a eu un contact avec une personne, il l'a reconnu, il a été constant dans ses déclarations, il ne connaissait pas du tout la structure, il ne savait pas du tout à qui il avait affaire, il avait des contacts avec une seule personne. Donc ce n'est pas la clé de voûte, on dira, de ce dossier. Dans l'après-midi, d'autres complices présumés ont été entendus. Durant leurs auditions, Kevin Dour, toujours seul dans son box vitré, montrait des signes d'agacement. Il tressaillait nerveusement. On le voyait parfois esquisser un sourire narquois. Et puis la minute d'après, serrer très fort les poings. Et puis vous le savez, hier, les avocats des accusés ont tenté de faire retirer du dossier les retranscriptions téléphoniques. Mais la Cour a rejeté cette requête, ce qui signifie que cet élément reste à charge contre les accusés. Kevin Dour, principal accusé dans ce dossier, vous le savez, devrait être entendu demain. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Kenny Piperol, soutenu par l'Institut de formation Fort pour accéder à la route du Rhum. Et puis rencontre avec le cinéaste guadeloupéen Christian Lara, alors en pleine transmission de son savoir avec la nouvelle génération. Ce jeudi 31 mai était la journée consacrée à la lutte contre le tabagisme. Le tabac entraîne, je vous le rappelle, chaque année sur l'ensemble du territoire 78 000 décès prématurés. Les cigarettes électroniques sont-elles réellement efficaces? Ont-elles changé la donne? En Guyane, il n'existe que 2 boutiques qui commercialisent ces fameuses vapoteuses. Reportage Gaël Ouassim. Contre le tabac, et ce, avec plus ou moins de succès. Certaines méthodes ont néanmoins pu faire baisser l'addiction à cette habitude qui est considérée comme la cause de la mort prématurée de 78 000 personnes en France chaque année. Nous avons décidé de nous pencher sur la vapoteuse, qui fait de plus en plus d'émules parmi les fumeurs. Mais c'est quoi en fait la vapoteuse? Une vapoteuse, c'est un appareil électronique qui est composé d'une batterie, d'un cliromiseur dans lequel il y a une résistance, et dans ce cliromiseur, on y insère un e-liquide. Ce liquide, il va être chauffé grâce à la résistance et il va produire une vapeur. Donc à l'inverse de la cigarette, au lieu de produire une fumée, la cigarette électronique produit une fumée artificielle, une vapeur. Claude, ancien fumeur devenu vapoteur, nous explique que la cigarette électronique lui a sauvé la vie. J'ai fumé pendant 25 ans, je fumais 2 paquets par jour. Et j'en ai eu marre à un moment, j'ai voulu arrêter et j'ai essayé la cigarette et j'ai arrêté tout de suite, en fin de compte. Le premier jour que j'ai essayé, j'ai pu retoucher une cigarette depuis. On se sent mieux déjà, on récupère beaucoup de choses qu'on a perdues au niveau du souffle, au niveau de l'odorat et tout. Et puis voilà, on sent déjà, au bout d'une semaine, on sent déjà la différence. Un avis partagé avec Kim, qui retrouve avec la vapoteuse les mêmes bienfaits que dans la cigarette. On va retrouver donc les mêmes sensations que la cigarette traditionnelle. Avec ça, on va avoir le geste, les sensations, le goût tabac pour ceux qui aiment, et on va avoir avec les dangers en moins. Complètement arrêté la cigarette classique, vraiment j'arrête, je fume plus. Moi ça s'est fait assez rapidement, voilà, on va dire un petit mois, c'était passé. On a la nicotine dans la cigarette électronique, ce qui fait qu'à partir du moment où on vapote, on fume plus de toute façon. Après ça appartient au vapoteur, lui, de continuer ou pas. C'est un choix en fait. Il y en a qui par habitude vont revenir à la cigarette traditionnelle, mais théoriquement on a la nicotine et les sensations, il n'y a aucune raison que ça prenne plus d'une journée. Pourtant, si la vapoteuse fait baisser le nombre de fumeurs, elle est aussi devenue un objet de mode et d'addiction, surtout pour les jeunes.
Beaucoup de personnes, surtout les jeunes, ont tendance à commencer à vapoter plutôt que de fumer des cigarettes, car justement, ils connaissent les effets nocifs de la cigarette et préfèrent vapoter avec un taux de nicotine à 0. Donc, ils vapotent uniquement de la vapeur et un goût qu'ils choisissent eux-mêmes. Il peut être possible d'être accro, car la cigarette, l'effet de fumer, en fait, déclenche dans le cerveau la zone du plaisir, la zone de la récompense. Et la cigarette électronique, c'est la même chose, parce que c'est la gestuelle et c'est psychologique. Donc si on aime fumer, si on aimait fumer, on aimera vapoter. La cigarette électronique, le nouveau moyen de lutter contre le cancer des poumons, certains y croient. Il rêve de voler en bateau. Le souhait de Kevin Piperol pourrait bien devenir réalité. Pour participer à la Route du Rhum, le jeune skipper guadeloupéen vient d'officialiser un partenariat avec l'Institut de formation Fort afin de l'accompagner dans ce projet. Peut-être le début d'une belle histoire que nous raconte Karen Diama. 4e de la Mini Transat 2017 en solitaire, Kenny Piperol a aujourd'hui l'ambition de participer à la Route du Rhum 2022, un projet qui aurait pu ne pas voir le jour. Je suis, on va dire, tout jeune bambin dans le milieu de la course au large et j'étais entouré, mais je trouve qu'il me fallait vraiment une équipe autour de moi et du monde pour m'épauler dans tout ce qui est recherche de partenaires, montage de dossiers, communication, puisque en cours de projet l'année dernière, j'ai créé une page Facebook, mais j'avais du mal à l'alimenter, il y avait les courses. Séduit par le projet et la personnalité de Kenny, le centre de formation Fort a créé un sponsoring sociétal et solidaire pour aider le jeune homme dans sa démarche. On va être un acteur, effectivement, en fait, à côté de lui, à la fois sur le fait de l'accompagner déjà en fin de compte dans son parcours de formation en tant que jeune. Formation qui sera quand même effectivement en fin de compte adaptée par rapport à ses projets. C'est-à-dire qu'en fait on peut avoir une formation à distance, une formation en ligne, donc il va être en continu effectivement là-dessus. Par rapport aussi au fait qu'il va aussi se retrouver en lien avec les publics que nous rencontrons, d'autant plus qu'il touche le domaine aujourd'hui qui commence aussi à faire parler de lui. Donc on est ouvert sur la mer, on est effectivement sur l'économie bleue. Et l'autre aspect pour nous, c'est de pouvoir bien sûr, à côté de ça, être aussi effectivement une entreprise support. Une entreprise support sur tous ces aspects. Il a besoin effectivement d'avoir des jeux de photos, de pouvoir préparer une communication, de pouvoir effectivement en fin de compte se faire des... Voilà. En fait, on est à la fois logistique, à la fois dans la réflexion quand il a besoin. C'est pouvoir en tout cas être là, être vraiment une entreprise support à ses besoins. Un soutien sans faille qui devrait permettre au jeune mornalien de 22 ans de pérenniser son projet dans le temps. La Mini Transat déjà, c'est en 2019, départ 1er octobre. Mais avant la Mini, il y a quand même un sacré nombre de courses à faire. On a une dizaine, voire une quinzaine même, donc ça commence dès cette année. Et donc il me faut faire toutes ces courses à partir du mois prochain, donc la Mini Fastnet le mois prochain, et enchaîner jusqu'en septembre 2018 et repartir repartir à partir de janvier 2019 jusqu'au départ de la Mini. Et ensuite la Route du Rhum 2022. Kenny s'envolera dimanche pour Paris et devrait prendre le départ de la Mini Fastnet le 18 juin prochain. Et nous passons à la culture maintenant. Ce week-end, l'association Burmingart de Bemao invitera les artistes à penser, à imaginer le monde de demain à travers une exposition baptisée 2048. Pour nous en parler, la présidente de cette association est avec nous ce soir. Sylvie Travental, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, j'ai parlé au futur, cette exposition qui sera baptisée 2048, mais a-t-elle déjà été créée ou alors a-t-elle été créée ou sera-t-elle exposée au public ce samedi ? Elle sera exposée au public ce samedi. Les artistes ont travaillé pour livrer quelque chose dès demain, en fait, demain soir, le 1er juin. Les œuvres sont faites. Les œuvres sont faites, sont là. Et il y a 2 œuvres qui seront créées sur place demain, lors du vernissage. 2 graffeurs, Bizot et Lindsay, seront présents et grafferont sur site toute la soirée. Une exposition pour imaginer le monde de demain en Guadeloupe. À quoi correspond votre démarche ? Alors, 2048... 2048, on peut se dire que c'est 200 ans après l'abolition de l'esclavage. On peut se dire de quoi demain sera fait. On peut penser recyclage, parce qu'on est de plus en plus sensibilisé à cela. Écologie, prenons soin de nous, prenons soin de notre environnement, notre mode de vie change. Voilà, 2048, c'est ouvert à tout ce que chacun peut imaginer sur ce que sera notre monde, la Guadeloupe, dans 30 ans.
2048, c'est aussi une projection. Quelles sont les idées? Est-ce que vous avez juste peut-être aidé, aiguillé ces artistes pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils aimeraient montrer aux jeunes Guadeloupéens, la nouvelle génération, sur ce que doit devenir cet archipel? Non, on a voulu que ce soit ouvert. Donc on a posé des questions. Voilà, pour nous c'est une question. 2048, on a posé des questions. Chacun va, en fonction de son histoire, de son vécu, de sa culture, va y mettre sa projection. Il y aura beaucoup de disciplines qui seront représentées. Si vous pouvez nous en parler en quelques minutes. Ben oui, par exemple, nous avons demain l'architecture de demain, une conférence avec Marc Jallet. Que sera l'architecture dans 30 ans? Nous avons des graffeurs, nous avons un photographe, Jacques Sillery, qui va projeter des photos. Nous avons des artistes peintres, Lucien Léogane, le président de l'association, dont je suis vice-présidente. Nous avons aussi d'autres peintres, Yael Baruch, Cédric Boucard, Marie-Thérèse. Donc voilà, nous avons un sculpteur à la tronçonneuse, Kayanga. Nous avons un jeune peintre de 18 ans qui est aussi en train de passer son bac, Régis Séloa. Donc voilà, nous avons beaucoup de monde, beaucoup de personnes représentées demain. Donc ça va être très intéressant. Ce sont des personnes averties, des artistes reconnus que vous venez de citer. Je pense à Marc Jallet, l'architecte qui est aussi connu, Léogane également. Est-ce que ce projet, qui est à la fois culturel et artistique, sera transposé dans des actions concrètes? Alors, j'ai envie de dire que les actions concrètes nous appartiennent. Alors, nous avons une action concrète. Notre association porte un atelier chanté d'insertion. Donc 6 salariés qui travaillent et qui sont vraiment intégrés à tous ces projets artistiques. Et donc ces salariés travaillent sur tout ce qui est justement recyclage, agriculture, prendre soin de ce que l'on a, se projeter. Et donc ces personnes-là, déjà, on s'en rend compte, le retransportent chez elles et font des petits. Nous, dans l'association, en travaillant sur ces sujets-là, nous découvrons des choses et nous en parlons autour de nous, nous faisons des petits. Et je pense que tout le monde le fait dans ce sens-là. Lors de l'exposition, il y a des ateliers créatifs de 10h à 12h, samedi et dimanche. Donc samedi avec Françoise Troplan, une partie plus recyclage, dimanche avec Lucien Léogane. Et là aussi, quelque part, on invite les gens à créer pour 2048 et à penser ce que sera 2048, que ce soit en recyclant, que ce soit en dessinant. Donc on invite les gens aussi à être des petites graines qui vont planter le décor pour 2048. Une question sur le lieu, c'est important. L'association Birmingham l'organise au Baltrap du Club de la Madeleine à Baie-Mahault. Oui. Donc vous retrouvez les infos sur Facebook, sur notre site web birminghart.com. Et donc c'est après le lycée Charles Couessin, direction ski nautique. Vraiment la route qui va tout droit et ce sera fléché direction ski nautique et Baltrap Club de la Madeleine. Il y aura un fléchage. Une exposition gratuite et les ateliers aussi. Gratuite, les ateliers ouverts aux adultes et aux enfants. C'est vraiment ouvert à tout public. L'idée, c'est de promouvoir cette culture pour tous. Merci Sylvie Travental d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Culture toujours. Oui. Vous le connaissez certainement, enfin, comme tout le monde, Christian Lara. Il a ce grand monsieur du cinéma entier a accepté justement de participer à une série de rencontres organisées par la région Guadeloupe. Aujourd'hui, la transmission de témoins a eu lieu avec la nouvelle génération de réalisateurs guadeloupéens. Anne-Elisabeth Arsène et Moïse Exter étaient là pour observer tout ça. On regarde. C'est dans l'amphithéâtre qui porte son nom inauguré le matin même que Christian Lara a partagé les ficelles de son métier avec cette nouvelle génération. C'est pas parce que je vais avoir l'année prochaine 80 ans que je suis, si vous voulez, déjà passé. Mais enfin, je suis très fier de donner, enfin de recevoir. C'est comme un cadeau pour moi. C'est comme un cadeau que la Guadeloupe me fait. Parce qu'enfin, la Guadeloupe reconnaît le travail assidu que j'ai fait pour la Guadeloupe. Vous savez, un metteur en scène travaille pour la Guadeloupe, il ne travaille pas pour lui. Et si jamais je pouvais leur donner quelques petits conseils pour qu'ils ne puissent pas perdre trop de temps, mais vous savez, c'est un métier difficile où il faut une rigueur. Pour la région, à l'initiative de ces rencontres cinématographiques, l'objectif, c'est la transmission de savoir. Cette inauguration est fondamentale parce qu'elle montre aux jeunes, à ceux qui veulent justement embrasser le métier du cinéma et de l'audiovisuel, qu'il y a eu au départ des pionniers, Christian Lara en est un, et que ces pionniers ont permis d'ouvrir la porte. Ce là c'est très important parce que c'est bien d'avoir effectivement le symbole, le nom
de Christian Lara affiché en gros devant l'amphithéâtre, mais il est également important qu'il puisse rencontrer donc les étudiants et qu'il fasse part de son expérience qui est quand même grande. Un parcours impressionnant, il a dit qu'il avait fait 25 longs métrages il me semble, et donc je trouve ça impressionnant. Le métier de réalisateur, c'est quelque chose d'assez difficile et complexe et il faut beaucoup de volonté pour pouvoir parvenir à ses fins. Ça m'a permis de voir comment on fait des films, de voir qu'il y a énormément de travail. C'est difficile mais avec beaucoup de concentration et beaucoup d'envie, on y parvient facilement. Inscrite dans la politique régionale d'accompagnement et d'aide à l'industrie créative, ces rencontres visent donc à transmettre expérience et savoir-faire à la nouvelle génération de cinéastes guadeloupéens. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau. Si vous habitez à Capesterre, les Saintes et dans le centre-ville des Abîmes, les coupures sont prévues chez vous demain soir à partir de 18h avec un retour à la normale. Dès l'aube, mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Les prix du carburant dès ce soir augmenteront de plus de 6 centimes pour le super sans-plomb et de plus de 6 centimes pour le gazole. Également une augmentation d'1,15 centime pour la bouteille de gaz. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Un plaisir de vous retrouver encore une fois ce soir. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce jeudi 31 mai. Nous l'avons vu ce soir, l'épineuse question des indemnisations liées au passage des ouragans. Nous sommes allés dans la commune de Vieux-Fort, particulièrement impactée par Irma. Nous l'avons vu, les factures pèsent essentiellement sur les ménages, faute d'assurance. Et puis la troisième édition des ateliers caribéens de la recherche et du patrimoine se poursuit à l'hôtel Créole au Gosier. Ce soir, nous avons découvert la formation post-graduée de l'événement qui était ouverte à l'ensemble des étudiants de l'école doctorale de l'Université des Antilles afin de favoriser l'action intellectuelle 100% caribéenne. Et puis Gulos Bar veut donner un coup de pouce aux lycéens pour réussir leur épreuve du baccalauréat. Un dispositif va être déployé à travers les principaux équipements communaux afin d'offrir des espaces de travail aux étudiants qui le désirent. Et puis Christian Lara fait son cinéma, nous l'avons vu, le célèbre réalisateur guadeloupéen participe à une série de rencontres mises en place par la région Guadeloupe, l'occasion pour celui que l'on considère comme le père du cinéma antillais, de transmettre son savoir. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Nous continuons encore l'aventure. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.